Ouais, bonsoir, on time comme d'habitude, avec pour guest Isis ainsi que Dry Paint. Comment allez-vous, messieurs? J'ai tellement mal Ça va et prononcé. toi? Ça va, ça va. Je dois avouer qu'il y a eu la DEFCON Paris hier soir, il y avait du monde, genre beaucoup plus qu'aux éditions précédentes, il y avait de l'alcool, genre beaucoup plus qu'aux éditions précédentes. Du coup, on est là, hein. Tes De On ce est collègues. que là. j'ai vu, vous étiez 70, 80. Ah, je Je crois pense que dans la petite juste salle en bas, on était... sur le formulaire. Hein. Donc à tout le monde, il y a des gens qui sont venus en plus. Et quelques-uns en moins. Ouais, non, on était à 70-80, je pense, dans ces eaux-là. Mais bon, c'était bien, c'était bien. On va quand même tâcher de faire honneur aujourd'hui. En tout cas, je vais tâcher, parce que les deux gars ont l'air en pleine forme. Moi, ça va aller, ouais. Ça va toujours. Il faut. Nice, ça fait plaisir à entendre. Bon, on va continuer à faire encore quelques formats de Technology Watch, parce qu'il y a un nombre d'articles mis sur le côté extravagant. Mais donc là, on a peut-être 35-40 ce soir, je pense. Un truc comme ça. Mais avant, J'ai pas regardé. on a une petite surprise qu'on avait teasée la semaine dernière et on s'est fait troller et ça n'a pas pu être release. Mais on a ça. Alors, je repasse la Écoute, c'était- scène avec Oh, écran le pauvre troll. et bam. Là, nous avons eu un Isis malade. Voilà la release. La release, c'est cette chose-là, le Discord officiel Think Love Share sur lequel Isis a bossé pour faire un truc assez clean. Si tu veux en parler un petit peu? Ok, alors de ce qu'on m'a demandé, c'était pas compliqué, c'est retrouve l'esprit du blog et de tout ce qu'on fait au même endroit. Parce que faire des annonces Twitter, LinkedIn, tout ça, au bout d'un moment c'est saoulant parce que les gens ne regardent pas tout. Et Discord, comme c'est le plus utilisé, autant en profiter. Trou. Et donc Ah, il on y a s'est dit, faire le côté échange communautaire quand même, c'est vachement c'est plus ça, faire simple une de petite pouvoir communauté, discuter de c'est beaucoup sujets, plus cool. Ouais. Donc c'est vraiment ouvert à modification. S'il y a des idées de suggestions, d'ajouts, de choses à enlever, de choses à modifier, c'est possible. C'est C'est ce qui était ça. prévu. Et Carte comme partie règle. Oui. Moi, j'en ai déjà Oh. une. Allez, ça commence. Ah. Faire en sorte que le channel annonce soit un channel d'annonce, comme ça, moi, je peux mettre un hook sur mon serveur. Eh ben, Discord le fait Carrément. déjà, alors je peux te le faire. Excellent. C'est noté, après live, ça sera fait. Ça, c'est du ticket efficace, ça. Donc, toujours, c'est quand même un petit récap. On a les annonces pour les prochains streams qui arrivent, les prochains projets qui arrivent, les règles histoire d'être corpo, les replays qui seront postés, les prochains blog posts qui seront postés, des générales pour pouvoir papoter classiques dans les langues de votre choix, quelques channels assez génériques quand même. Jobs Career, utilisez-le pour dire ce que vous avez à proposer, pour dire ce que vous cherchez, pour essayer de sortir des potes de la galère et s'entraider, c'est fait pour. Et de l'autre côté, on a un channel de staff général pour potentiellement des events IRL qui auront lieu un jour, les channels de stream pour chaque prochain streaming à venir, et système de ticketing que vous pouvez utiliser, /ticket ou /request. /ticket. C'est pareil. C'est Allez. Comme ça, vous pourrez lui dire oui, on veut voir telle personne en stream, on veut voir tel sujet, s'il te plaît. Et derrière, nous, on courra après les gens, évidemment. Donc voilà pour cette petite Je cours release. pas, je suis asthmatique, mais on verra pour. On prend le lien et je le balance dans le chat. Venez, bienvenue. C'est fait pour, on verra la communauté grandir petit à petit jusqu'à se retrouver tous en event et overflow des events. Ce sera très très rigolo. J'espère qu'ils vont le faire. Hein. Mais j'espère également. Est-ce que vous pouvez me dire si le volume voix, musique est ok, en particulier Neolex qui est souvent assez réactif, si tu peux nous dire ça, ce serait adorable. Ou quelqu'un. Je pense que normalement on est good, mais plutôt que de partir trop vite, ça va perso. Royal, réponse efficace, merci beaucoup. Eh bien on peut commencer, donc j'ai une trentaine d'articles. Isis en a 3 mais assez denses, et Dry Paint en a 5 il me semble. Ouais, C'est pas très dense. Allez, ça le fait. Ok, on commence avec la release de Python 3.12, installable via ASDF, RTX, Docker et que sais-je encore. Il y a 2-3 petits trucs sympathiques qui sont sortis, donc bon, il y aura le changelog officiel, mais parmi les choses sympas, Python becomes less thinky about nested double quotes, en particulier dans les f-strings. Faire f quotes, mes bouts d'accolade et du templating à l'intérieur, c'était horrible, fallait backslasher de partout. Bonsoir François, bienvenue. Et ça va devenir vachement plus simple. Il y aura une syntaxe un peu hybride, on pourra avoir des quotes dans des quotes, sans les escapes, mais ça marchera. Quotes dans des quotes. Ouais. Ça, tu pourras avoir
donc peut-être ton F côte-côte et ton string à l'intérieur. Ouais. Mais quand tu auras des accolades, tu pourrais prendre genre mon dictionnaire, crochet, et la remettre des doubles quotes pour aller prendre un objet. Avant, tu étais obligé d'utiliser des simple le gain quotes de ou temps. d'escape. Bah, là où c'est sympa, c'est qu'avant, tu étais obligé d'avoir soit des doubles quotes escape, ce qui est très moche dans un F-string, soit d'avoir des simple quotes, mais derrière, tu as un linter qui te dit on est en Python, on préfère des doubles quotes. Donc, tu as la syntaxe built-in du langage qui refuse de respecter les best practices des linters les plus utilisés. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc il y a ça, et une autre chose qui là va beaucoup plus nous intéresser, il faudra qu'on fasse un POC un jour, parce qu'un peu de speed et tout très bien, mais dans Passlib qui a un module walk, donc pour la gestion du file system et un peu mieux se balader, tant mieux. Type notation, super. Override keyword syntax, super, mais pourquoi j'avais retenu introspection? Bon, improvement on error message, c'est nice aussi. Deep perform, donc gros bump en termes de performance, which is nice. Et ben je sais pas comment j'ai fait pour glitcher. J'étais persuadé d'avoir lu quelque chose pour la partie profiling, pour la partie introspection, qui fait qu'on peut. Alors déjà il y a des interpréteurs spécifiques en Python qui vont d'avoir plusieurs interpréteurs pour un seul run d'un programme. Donc pour les vieux tromblons à faire tourner en compat, il n'y a plus besoin d'avoir 2 V1 pour un seul projet. Là, il y a le fameux Global Interpreter Lock, donc le GIL, dont on avait parlé à la fois dernière sur la grosse mailing list pour les Python Enhancement Features. Et... Non, vraiment, je sais plus trop où j'avais vu ça. C'est pas grave, ça vient quand même. Il y aura des systèmes qui permettent de faire du hook, qui permettent de faire de l'introspection avec des pertes de performance vachement moins violentes. Peut-être c'est un autre article où je m'étais perdu à partir de celui-là. Si tu as Noodle, Firefox qui consomme plus de 10 gigabits de RAM avec le nombre de tabs ouvertes. C'est un Chrome, et en l'occurrence, oui, ça doit prendre pas mal de RAM. Mais je préfère que ce soit tout chargé en avance. Ça prend, ouais, bon, on est à 12 gigas, voilà. Waouh. Oh Non, en putain. vrai, on est à moins. Il y a quand même OBS je pense- qui tourne. Il y a la Je pense gestion au des PC de cams. Noodle qu'on a 4. Allez, force à lui. Oupsie. Combien ça fait en satellite en premier satellite envoyé dans l'espace, enfin en première fusée envoyée dans... Ça fait un Beaucoup. paquet de satellites. Ouais. Mais bon. Second article. Quelqu'un qui a pas rage quit, mais en tout cas fait un gros rent sur je quitte Twitter et voilà pourquoi les choses ne se passent pas comme il faut dans la manière dont nos médias et nos réseaux fonctionnent. C'est pas infosec purement, mais bon, Twitter c'est quand même vraiment, en tout cas on dépend pas mal de ça actuellement, même s'il y a des alternatives, Blue Sky, Mastodon et j'en passe. Voilà, et là, concrètement il fait l'apologie de arrêtez de faire les hooligans, même si vous êtes plus futé que quelqu'un, même si vous êtes convaincu que ce que vous dites c'est la bonne chose. Le simple fait d'aller débattre en ligne fait que vous allez donner de l'interaction et de la viralité à un post, et donc, en fait, en voulant déconstruire ou débunker, vous allez donner plus de vues à des choses qui pourraient juste tomber dans l'oubli. Donc, si vous voyez un commentaire qui en a déjà plein, votre commentaire ne sert pas à grand chose. Un post qui a plein de commentaires, votre commentaire ne sert pas à grand chose. Si vous voyez un commentaire qui dit de la merde mais qui n'a pas de post, laissez-le. L'algorithme va l'enterrer tout seul. Ne répondez pas. Juste, don't feed the troll, littéralement, mais dit de manière un peu différente. Et de ce que j'ai compris, c'est un peu le même système où negative engagement farming, ça faisait chier de contribuer à ça. Plutôt que d'essayer d'être dans Twitter et d'améliorer le système, il a décidé de leave, et Inch'Allah, over time, si tout le monde fait ça, ça meurt. À voir. Alors, Est-ce que ça va vraiment, pas ça va juste mourir, déplacer le problème? Ouais, c'est ça, vu qu'on refait d'autres réseaux à chaque fois, donc... Oui, après on peut espérer que les algos utilisés soient un peu moins biaisés, qu'il y ait un peu plus de... on va essayer de faire pas trousse, si vous voyez ce que je veux dire. Non? Non, pas trop, là. Le réseau de Trump, trousse. Ah. Truth. L'équivalent de Twitter, mais en mode zéro On dit censure. que parce la vérité. Voilà. Et bon, si c'est que la vérité, mais pas trop la vérité vraie, c'est chiant. Blue Biscuit dit, sur l'introspection, de manière générale, c'est pas simplement possible de linker sur une libc qu'on a codé et modifié, qui ont des outputs éventuels, execve et open pour les différents langages. Pour l'introspection côté système, oui.
On en parle de toute façon vendredi à la Grec. Pour ceux qui sont sur là. l'introspection. Pour ceux qui ont eu une place, n'est-ce pas, Isis? Ouais, je pleure. Mais en l'occurrence, ça dépend ce qu'on veut. Si c'est l'introspection côté langage et avoir les built-in, les eval, les if, les appels de fonction, même sans passer par la lipsée, là on a besoin quand même d'avoir quelque chose qui se plug au niveau applicatif. Si c'est les syscalls, ça peut être niveau hooking de lib, voire niveau hooking de syscall, donc module kernel ou eBPF. Mais dans le cas, en l'occurrence de l'article d'avant pour Python, ils ont vraiment fait un système de hook et de... En gros, built-in dans Python, le fait de pouvoir dire log-moi toutes ces fonctions quand on rentre dans la fonction, quand on en sort, pour voir ce qui se passe. Donc on n'aura plus que le mal d'établir une liste de fonctions vues dangereuses, dire ce qu'on veut loguer dedans, le lancer. Et on pourra avoir aussi bien les logs syscall que les logs côté un eval. On peut ne pas faire de syscall. Pourtant, c'est une RCE gratuite. Parce que c'est juste du code qui va être... qui va pas faire de syscall en plus, il a déjà été chargé en mémoire. Voilà, en tout cas, un petit article sympa sur le cas de Twitter, sur pourquoi est-ce qu'on part, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer les choses overtime. Et donc c'est quoi la suite, attends? Parce que t'as dit vers quoi on part, mais il va où? C'est pas tant le point, c'est plutôt... Attends, ouais, bien... Ah oui, concrètement, ça se terminait sur... On est sur Twitter parce que nos amis sont sur Twitter et que si on est les premiers à partir et à être sur notre plateforme, bah, on leur donne une excuse en moins pour dire « je reste sur Twitter ». Voilà, d'où le fait que j'essaie d'être sur un max de plateformes et suivre qui veulent, suivre qui veut où il peut. C'est l'idée. C'est vrai. Si vous voulez des codes Ok. plus Sky, petite idée. Ouais, j'en ai encore. Hein. Frère, tu veux des codes? J'en veux deux, s'il te plaît. Ok. On enchaîne sur le blog de The Real Coiffeur. Anciennement, on a été collègues pendant quelques années et concrètement, j'adore sa manière de rédiger les articles, j'adore les sujets qu'il choisit. Il y a des choses très sympas, du pétage de PDF, de typo 3, des pétages de SPIP aussi. On a été sur les mêmes sujets à une époque. Et des choses C'est vrai. plus... Il a vraiment step up en termes de complexité de ce qu'il tape. Et en fait, overtime, ça devient de plus en plus... Je sors une faille, mais elle va marcher de manière un peu broad, un peu sur tout. Et voilà, genre juste, c'est du bon truc, très clair, très lisible. D'office, on C'est voit ce que que ça va j'allais dire. taper un peu de parsing, que ça va taper des bouts de hash, que ça va taper du bypass de pass avec URL encoding, avec du pass traversal en même temps. Juste, je connais le monsieur, il est compétent, il rédige plutôt bien, même si des fois c'est plutôt de la prise de notes personnelle, mais c'est largement assez pour pouvoir se fier à quelque chose et avancer à partir de là. Et voilà, enjoy. Tu vois, le famoso Spiel Joloka, back then. Donc voilà, enjoy. Il y a même des articles protégés, potentiellement avec des secrets à choper sur un OnlyFans, sait-on jamais. J'arrive. Faut me dire En deux tout fois. cas, pas sûr de comprendre comment un eval tu peux donner une RCE sans faire de syscall. Je la refais. Un eval va évaluer du code. Ça supposer que le code ait déjà été lu en mémoire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste se débrouiller pour prendre le code qui va être eval, le unroll et passer dessus avec le rep, donc avec le prompt, en gros quasiment du line by line, sauf si ça se refait, compilé ou optimisé entre temps. On peut détecter un eval en faisant un echo 3x3. Bon, ça pour le coup, si on fait ça, on va avoir la réponse du serveur qui nous revient, donc on saura quand même via un syscall ce qui s'est passé. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que on peut vouloir loguer ce qui se passe au niveau du eval. Ok, je vais me la faire différemment. Si je mets une payload dans un eval, que je veux qu'elle soit loguée, mais qu'au final ma payload est modifiée avant de reach le eval, l'AST du code présent dans le eval ne sera pas fonctionnel et donc aucun code ne sera évalué in fine. Et donc, à défaut de pouvoir trigger la RCE du premier coup, on aurait quand même du code qui peut être évalué, mais on n'a juste pas reach avec la bonne forme de payload et on est complètement aveugle à ça tant qu'on n'a pas trigger le syscall. D'où le fait de regarder ce qui se passe niveau eval. Et ensuite, si on arrive à avoir la bonne payload, quitte à faire du fine-tune, in fine, on déclenche le execve parce qu'on veut un shell. On est bien d'accord. Désolé, c'était pas très clair. Is forever. Hello, N=. Bienvenue. Alors, petit article mendiant qui a été racheté par Google il y a quelques temps sur Deleting Your Way into System. Très sympa, ils font le fait, l'apologie du un arbitrary file delete ou directory delete, c'est puissant. Et oui,
Oui, très, très puissant. Là, il donne un petit peu les outils pour du Windows, pour faire du procmod, pour montrer quels sont les fichiers utilisés par leur lab, donc par un logiciel qui tourne en privilégié, pour voir donc, lesquels sont utilisés mais non utilisables. Avec un petit lien symbolique, ou en tout cas l'équivalent Windows, ils se débrouillent pour faire un c'est le bon fichier, annonce pointe ailleurs avec le time of check, time of use. Une fois qu'on a dit on a le droit de le supprimer, ils mettent le lien, ça supprime un fichier arbitraire quelque part sur Windows. Et en l'occurrence, ils avaient un fichier qui avait été créé à l'install d'un process, mais qui contient des fichiers de conf. Une fois que ce répertoire est supprimé par un process privilégié, on peut recréer un répertoire read, write pour tout le monde sur la machine, utiliser ce même répertoire pour mettre à nouveau une config. Donc en fait, le fait d'avoir un répertoire qui a été ancré dans le marbre, tout un moyen de le supprimer fait qu'on peut derrière nous en recréer un avec des permissions éclatées au sol, mais dans lequel on pourra mettre un petit peu nos billets. L'article est assez bien fait, assez concis, parce que là on a des articles très longs ce soir à visiter quand même. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est que autant sur Windows, je suis une bille, j'ai vraiment zéro technique. Autant c'est vraiment le genre de primitive qui peut être très intéressante quand on tabasse du Linux ou quand on tabasse du web server de manière générale. Messieurs, est-ce que vous avez des idées de comment, sur un système, une suppression de fichier peut faire des bêtises? Supprimer un fichier de conf. Ok, bah, je veux pas cracher le serveur, je veux avoir un shell. Comment, en supprimant un fichier, on peut avoir un shell? Ou en tout cas, continuer à affecter un petit peu l'application sous-jacente. Ok. Si je vous dis .htaccess, qu'est-ce qu'on a comme scénario avec ça? En même temps, je vous embête, vous faites pas du web. Eh oui, tu Bah fais oui, du mais web, je qu'est-ce que sais, tu veux que je je sais. fasse? Je sais, je cherche les problèmes. Bon, ok. Oui. .htaccess, il dit si on liste les fichiers, si on écrit des fichiers, si on évalue certains fichiers, des fois on va avoir des htaccess qui disent on désactive le directory listing ou on n'exécute pas les fichiers .php5 ou .php7 ou des choses comme ça. Si on peut se débrouiller pour supprimer ce fichier de manière arbitraire, let's go, ça veut dire que d'un coup tous les fichiers vont être listables. Donc on va pouvoir choper des backups, des secrets. Ou qu'on pouvait uploader des fichiers un peu chelous qui n'étaient pas évalués parce que la conf était harden via les htaccess. Et là on va pouvoir avoir un peu plus de flexibilité ou en tout cas plus les mêmes assumptions que le programme avait quand il tournait en mode sécurisé. Une autre manière, c'est un peu de voir ça comme des DOS ou RCE. Il y a plein de fichiers, plein d'applications en tout cas, qui vont s'installer. Et une fois qu'elles sont installées, elles vont soit écrire un flag en DB, soit écrire un fichier du genre touch install.ok. Si on supprime l'install.ok, prochaine fois qu'un utilisateur reach la page quand elle se charge va dire ah tiens, le fichier install.ok n'est pas fait, donc c'est que je n'ai pas encore été installé. Donc fournir au visiteur, pas admin, pas connecté, la page de création et de setup de l'application. Vu qu'il n'y a plus d'admin qui est trouvé, vu qu'il n'y a plus de fichier de l'install est terminé, ça part du principe qu'on est à l'install step 1. Et du coup, on va pouvoir choper des choses comme ça. Ou par exemple, supprimer un fichier qui serait les creds pour se connecter à une DB. Comme ça, l'application. Donc, faites pas ça en prod. Donc, Faites pas ça tout court. Si, sur un labo local, tu peux, si c'est un one shot. Tu peux. Faites en local, faites en local. Il y a des choses comme ça où on peut se débrouiller pour, du coup, casser l'accès d'un back-end à sa base de données pour que le back-end ne puisse plus voir comment il est configuré et qu'il retombe dans une espèce de default state qui fait que derrière, on aura tout ce qu'il faut pour... Si un vhost, côté Apache, qui est utilisé et qui est safe, et qu'on le supprime, Apache live reload, potentiellement, suivant les configs, et potentiellement il nous redonne un vhost par défaut avec une interface d'admin. Et là, on est bien. Mm-hmm. Il y a plein de manières de faire du file deletion to shell, et c'est sympa. Et tout à l'heure, on va voir un file write to shell, mais avec du notify bizarre. Ça devrait être sympa. Alors, on enchaîne avec un article de Synactive qui nous a fait une petite release. C'est de la SSRF, mais de la SSRF custom marrante. En gros, ils expliquent que GeoServer, ils ont du XML qui prend du SOAP, XPS, non, WSP. C'est juste un format de query du coup. Donc on balance notre blob XML, ils donnent une URL, l'URL, il y a une requête qui est émise vers cette URL, sauf que la manière dont le decoding est fait et la manière dont la requête est émise fait qu'il y a moyen d'avoir des new lines avec du create return line feed, CRLF, et via ça d'avoir du
cross-protocol interaction. Le fait de pouvoir envoyer des bytes partiellement contrôlés sur des ports, enfin des couples hostname port ou IP port en interne comme en externe. Si on a une SSRF, qu'est-ce qu'on en fait? On va sur mon blog. On peut faire ça. On peut faire ça. Hop là, plus facile. Sur Bookactrix, on dit ah oui, monsieur ChatGPT. Alors concrètement là, ce qui montre, c'est que dans le protocole WPS, ils se débrouillent pour mettre des clés dont le contenu va être décodé et ils arrivent à Tu peux avoir juste augmenter ce que moi j'ai du mal à très voir bonne là. idée. Très bonne idée. Super, merci. Je vais le faire. Au passage, bienvenue à Rist BS ainsi que Bukowski Tour. Timo in Recovery Project. Trop d'acronymes. Toujours est-il, on a de la SSRF et on voit qu'on arrive à faire du new line et insérer le contenu qu'on veut. Dès que ça, des choses qui marchent bien, c'est quand on arrive à avoir du loopback à une loopback, du MySQL, du Postgre, du Redis, du Memcache, tout un tas de services qui vont faire du stockage de données ou qui vont pouvoir faire de l'écriture de fichiers, de la gestion de queues de traitement. On peut parler de Beanstalk. Ah ouais, très vite, bah oui, excuse-moi. Bienvenue. Pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc du coup là on va penser, c'est du plain text, on arrive à injecter du contenu. Et eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé donc cette XML to vite fait XXE, non c'est même pas une XXE, non juste XML en fait. Juste la SSRF dans le XML WPS pour faire une CRLF injection pour aller taper un Redis. Dans le Redis souvent c'est un select, ah non. Dans Postgres, c'est select from execute ma commande s'il te plaît. Redis en l'occurrence, c'est un peu plus complexe. Ils sont débrouillés pour faire un rogue Redis server qui va donner des commandes malveillantes à exécuter au Redis qui essaye de se connecter à lui. Bref, c'est tout un bordel, mais il y a moyen de maltraiter le soft en interne pour qu'il s'auto-mange et in fine il exécute les commandes qui vont bien. Donc ils n'ont pas donné le exploit en entier il me semble. Si, ils ont donné l'exploit. Donc on voit que là on a le module load tmp.exp.so. Donc je pense qu'il doit faire un soit upload de fichier, soit le fait d'avoir la SSRF pour télécharger le fichier. Et dans un deuxième temps, le fait d'avoir la SSRF vers le Redis pour demander de charger le .so et d'exécuter une commande à l'intérieur du .so donné. Plutôt sympathique, plutôt propre. De toute façon, ils font des articles sympas. On sent qu'il y a et c'est quoi le GeoServer? Ouais, depuis quand on s'intéresse sur l'applicatif qu'on tabasse? GeoServer. GeoServer WMS, user manual. Web Map Service, c'est quoi ça, espèce de Google Maps on-premise? C'était la question piège. Eh oui. On prend un petit peu le temps de regarder quand même. Alors, GeoServer Repository, Open Source Software, written in Java, chouette, d'où le fait qu'il y ait des XXE et que ça se passe mal. C'était Trop chouette. C'était attendu. Des bons souvenirs du Java, Isis? Tu m'as traumatisé avec, depuis j'en touche plus. Je vois pas. Si. Mm-hmm. Un petit peu. Ouais. I call bluff. Bon bah non, il met pas de beaux screenshots de ce que ça fait. J'aimerais bien voir vaguement le pourquoi du comment. Ah c'est beau, c'est très beau. Bah ça a l'air d'être vite fait un CMS de gestion de cartes. Voilà. Très bien. Waouh. En vrai, ça a quand même la dégaine, hein. Ouais. Avec des lunettes de loin et derrière un panneau. Certes. Bon, on enchaîne. Command Line Interface Guidelines, CLI.dev. J'ai enfin pris le temps de lire ça, on en avait parlé il y a, je pense, 3-4 mois. C'est vous dire le retard sur le nombre d'articles assez chouettes à traiter. Concrètement, il y a tout un tas de guidelines pour faire des CLI, donc des apps en command line robustes, efficaces, human readable, qui marchent bien. C'est plutôt bien fait, c'est assez opinionated, mais pourquoi pas, mais c'est long sa mère. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième alternative que forcément j'ai perdu. Super. Là. Eh bien chouette. Voilà, donc l'alternative c'est 12 Factor Command Line Interface Apps.
L'idée, c'est de la même chose qu'il y a 12 Factor Application pour faire des serveurs web qui scale horizontal, vertical, qui marchent bien, qui sont stateless, qui font qu'il y a de la robustness, qui font qu'il y a de l'observabilité et tout. Ils ont fait la même chose pour la partie CLI, et donc pas application web. Lisez les deux, c'est des pépites. C'est vraiment génial et ils donnent en espèce de 12 commandements, 12 ce qu'il faut faire pour avoir une CLI bien, et donnent quelques exemples d'implémentation. Du genre, l'aide, qu'est-ce qu'il faut suivre pour que ce soit fonctionnel, l'autocomplétion, à quoi est-ce qu'on s'attend, la manière dont les flags sont gérés, le fait d'avoir des exemples. Le nombre de fois où je rage, parce qu'il y a un tool qui est incroyable, mais ils me disent pas juste copie-colle cette ligne et ça va marcher. Moi, ça me fatigue. Tous mes outils, genre, je veux dire, si on regarde juste, c'est des opt, bypass, là, on se met un peu plus, bypass URL parser, Python, bup, -h. Voilà, cette chose-là, là. Des exemples. Vous n'avez pas besoin de lire la moindre ligne de documentation. Ouais, pour tu te commencer à fais de la l'utiliser. pub là. Oui, oui. Oh, la oui. pub la chance. Oui, exactement. Il y a grave raison. Oui, clairement. On s'amuse, on est là pour ça. Donc voilà, la manière dont c'est censé être géré, le fait qu'on puisse utiliser de la couleur, le fait qu'on puisse avoir des modes interactifs pour que ce soit agréable à utiliser, mais qu'on force le fait d'avoir un mode non interactif pour pouvoir être automatisé, le fait d'avoir pas d'arguments ambigus où on sait pas trop comment c'est géré, mais d'enforce le fait de donner des options de manière explicite, la gestion des arguments positionnels, juste, c'était assez sympa. Pareil, même la manière de gérer les pipes, le fait de détecter que std out soit ouvert soit pipé dans un fichier ou autre chose, le fait d'avoir les informations ainsi que les notes de debug ou un stdr et le pur output dans output, ce qui fait quand même sans erreur. Vous pouvez utiliser stdr pour avoir un tableau d'avancement ou des logs de qu'est-ce qui se passe, mais quand même faire en sorte d'avoir que le JSON, le blob JSON en std out pour pouvoir avoir de la télémétrie, des logs, vérifier que ça tourne, mais quand même faire vos commandes full pipe bar en one shot. Donc fortement sympathique. Enfin bref, plein de choses. C'est un peu dur de tout couvrir, mais lisez-le. C'est bien de savoir un petit peu quelles sont les choses classiques. Et par exemple, ils disent ne faites pas de tableau. On n'a pas envie de faire des pipe cut sed pour enlever les petites barres, les trucs comme ça. Inspirez-vous de ce qui marche déjà, les LS, les WC, etc. Donc voilà, petite découverte sympathique. La tronche du truc, yes. On enchaîne sur une... je vais faire encore 2-3 articles un peu offensifs et avant de passer sur ma partie de tooling, les gars, je vous passe la main. Je veux pas qui veut... Non, on fait un petit comme ça. Ouais. Allez. C'est ça, c'est un peu dynamique. Alors, tabassage de plugins Media Library Assistant sur WordPress et les gars de Patrol. Patrol, ils ont bien scale up récemment. Ils étaient tout petits projets open source démarrés il y a quelques années et la structure était suffisamment bien faite alléchante pour que vraiment le modèle parte. Et là, ils font lever de fonds de temps en temps et ça avance. Et t'as touché quoi? Plus du web? Comment? Ils touchent plus du web ou quoi? Ou un peu tout? Je pense qu'ils font plus du web, mais tu sais, le fonds de commerce, c'est un peu un Rengine-like ou un Action-like, mais avec des backends côté un peu custom. Il y a un panel, l'ordonnancement de containers, et c'est un espèce de SonarQube crowdsourcé qui serait fait avec des technologies plutôt chouettes. Voilà. Ok. Je dirais ça comme ça. Mais moins propriétaire que SonarQube, et on peut intégrer vachement plus facilement tout un tas d'autres outils scan au sein du même tool. En tout cas, c'était comme ça la dernière fois que je l'avais poké, mais ça a peut-être évolué depuis. En l'occurrence, là, il y a deux des gars qui parlent de pentest, qui parlent d'une application qu'ils ont voulu péter. En fait, ils étaient en train de travailler sur un module de détection pour Patrol, spoil, et donc ils avaient du mal à détecter la faille, et ils ont demandé à des pentesters de l'équipe, donc les développeurs qui implémentaient des checks, ont demandé aux pentesters de les aider à avoir une fuite de chemin de fichiers arbitraire, parce qu'en fait, il y avait un file read par pass arbitraire, mais il y a certains passes qui étaient bloqués. Donc, il y a besoin d'avoir un fichier lisible partout, qui soit pas un ETC password parce qu'il est bloqué partout, mais qui soit quand même présent partout, ou en tout cas avoir le moyen d'avoir une fuite de fichiers arbitraire. Et au final, les pentesters, ils ont dit « Attends, mais là, ce que tu nous donnes comme faille automatisée, ça pue, on va en faire une RCE tout court, on va même pas s'embêter avec le file read. Flemme. » Donc, c'est marrant. Et donc, ils ont creusé un peu. Ils ont vu qu'il y avait du direct access sur un fichier, qu'ils ont juste fait, qui a été bloqué, qu'ils ont bypass par un include de ce fichier-là en relatif pour à nouveau pouvoir récupérer son contenu.
Et là où ça devient sympa, c'est qu'ils ont continué par faire du tricot. Faut que je regarde mes mémoires, c'est du Spaghetti Code PHP, la base, le classique. Voilà. La partie intéressante de cet article, à mon sens, c'est la partie Imagic, où en fait, ils se sont défoncés, ils ont pris le problème et ils l'ont retourné dans tous les sens pour voir ce qu'ils pouvaient en avoir. Ils ont commencé à penser au classique. On a un bout de SSRF ou de file open, donc on va penser à blind file read de Synactive. Suite à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la SSRF? Et au final, ils ont vu qu'il y avait de la manipulation de photos, d'images, de file format derrière. Ils ont dit non, on va tout casser. Bien sûr, HTTP était bloqué, donc ils sont passés par du FTP pour récupérer un fichier, pour faire des slow upload pour que ça hang, pour pouvoir quand même le récupérer. Un délire. L'article est assez génial de péripéties. Et là où j'ai vraiment adoré, ce qui est vraiment lent, c'est qu'ils font un espèce de gros dossier cas d'études sur Imagic Library, comment c'est configuré, comment est-ce qu'on le tape, quelle est la méthode, qu'est-ce qu'on peut regarder, comment le système de policier de configuration marche. Ils sont même allés jusqu'à aborder le threat model de Imagic pour expliquer qu'en fait, Imagic part du principe que Imagic n'est pas sécurisé, mais que c'est ok, ça fait partie du threat model. En fait, si vous voulez un Imagic sécurisé, mettez des policies pour bloquer tout et autoriser juste un ou deux formats qui vous intéressent. Et si vous voulez autoriser des formats dangereux, eh ben, tant pis pour vous, c'est un risque acknowledged. Sauf que on va faire des configurations harden, c'est hard, donc souvent ça se passe pas comme prévu. Mais en tout cas, là il y a eu une RCE de remontée, et leur threat model c'était, enfin leur réponse à Imagic c'était eh oui, mais dans les policies qu'on a mis, nous ça s'est désactivé, donc on s'en fout en fait, pas notre problème. Ils ont tellement de fichiers, de file format et de choses déjà shady, ils ne peuvent pas accepter de patcher chaque truc parce que ce serait rustine sur rustine, ça n'aurait pas de sens. Et donc voilà, ils expliquent qu'avec du SVG, ils ont réussi à faire un SVG qui fasse un read, puis un write pour obtenir une espèce d'arbitrary file copy, donc copy from web to local file system. Et il y avait un peu de conversion au passage, ils se sont débrouillés pour « Ah non, on peut pas avoir une RCE comme ça ». Bon, on va faire en sorte que quand on écrive un fichier, ce soit un deuxième type de format, qui aille réécrire une policy, qui aille à son tour activer le format MSL, donc j'ai plus le nom, c'était... quelque chose scripting language, je l'ai plus exactement. Ça peut pas être genre Magic. Magic scripting language. Et du coup, via ce MSL, une fois réactivé, eh ben, ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire un espèce de printf bug, de fstring bug, pour avoir encore plus de corruption plus loin. Et derrière, arriver à taper, je sais plus ce que c'est le exploit final. C'est quand ils font une composition d'images, ils arrivaient à trigger le read-write pour ensuite arriver... Enfin bref, sacré délire. Et donc là, ils ont fini quand même par, via PHP, plus conversion, plus SVG qui fait le read-write, avoir leur file read. C'est bien gentil, mais ils se sont dit, on veut plus, et ils se sont battus avec des systèmes de préfixes, avec le MLS et bien d'autres pour... Attends, long time... indeed, the MSL formatter does not accept remote files. Dommage. Sauf qu'ils disent à la fin que, however, il y a un deuxième scheme. De mémoire, c'était du globe. On va la voir un peu plus bas. Mais en tout cas, l'article est vraiment extrêmement pédagogique et long, du coup. Vide, voilà. Ils se débrouillent pour donc avoir fait la... FTP pour choper un SVG, pour faire lire de l'internet, écrire sur le local file system, pour réactiver le MSL. Mais le MSL, une fois réactivé, ils n'arrivaient pas à écrire un fichier, mais ils ont quand même trouvé Vide, qui est un autre système de globing, on va dire, sur le file system, qui lui accepte les étoiles. Et ils ont fait plein de fichiers en boucle, genre 255 pour avoir... 55 à peu près genre 200 et quelques, pour avoir alphabet lower, pour avoir un préfixe de début en fait. Ouais. Juste pour être sûr de couvrir tous les bytes en fait, toutes les valeurs possibles d'un byte. Utiliser le vide pour que ça fasse le globe, utiliser le MSL pour que ça ait le bon wrapper, utiliser le texte pour que ça reflecte dans la fonction qui va ouvrir la suite. Et en s'acharnant beaucoup, ils ont fini par avoir la payload finale et taper la RCE. Cette chaîne est belle. Cette chaîne est chépère de ouf. Mais cette chaîne est belle et surtout la manière qu'ils ont d'expliquer un peu le contenu
fait que ça donne vraiment déjà envie de creuser. Ça donne envie de se dire je vais prendre n'importe quel backend qui fait un peu des magic et auditer les configs. Quid de la personne qui aura la motive un jour de faire un tool d'audit de config, peut-être ça existe déjà, pour dire il y a ça, prenez tel fichier, uploadez-le, basta. Would be nice. Hello Nachel, bienvenue. Alors on enchaîne sur Qbound, petite release de début octobre de Datadog. Et fun fact, release d'un mec super chouette avec qui j'ai eu le plaisir de bosser, Edouard. Et donc ça fait plaisir de voir les gens avec qui on a commencé à faire leur parcours. Et surtout que l'outil qu'ils ont sorti est une dinguerie. Concrètement, Isis, tu veux nous parler de Bloodhound? De Sharp Oh Arm? non, moi je m'appelle pas Ryan, mais allez, pourquoi pas. Sympa. Ryan aime bien, un grand fervent défenseur de ça. Mais qu'est-ce que tu as besoin de savoir surtout? Comment tu décrirais Bloodhound? Le qu'est-ce que c'est, le fonctionnement, le pourquoi? Et surtout Ok, alors. la phrase qu'il répète en tant que moto. Ok, comme dirait Monsieur Noodle juste là, Bloodhound, comme on dit, tu donnes un fichier et il te fait une grande map pour montrer le chemin le plus rapide, tout domaine admin. Si je me trompe pas, domaine admin, c'est ça. True, mais il y a quand même toute une partie ingest, tout ce qui est toutes les données présentes dans l'Active Directory, prendre les données juste factuelles, genre juste du JSON, des choses comme ça, et arriver à les mettre dans une DB de type graph, une DB graph orientée, et derrière pouvoir dire sélectionne-moi tous les comptes tels que je puisse avoir de l'impact sur tel compte et qui souffrent de telle misconfiguration. La phrase à retenir, c'est les attaquants pensent en termes de graphe et les défenseurs pensent en termes de liste. Tant que ce prérequis sera vrai, les attaquants auront une longueur d'avance. Et ça, c'est vraiment le motto à conserver. Et coup de chance, ils font pareil pour Kubernetes. Un petit outil, je l'ai setup tout à l'heure, c'est vraiment c'est du Go, donc on récupère les binaires, on Docker Compose Up pour avoir le back-end qui va gérer la partie graph et la partie front. Et voilà, en plus ça s'appelle Janus. Il y a un potentiel pour les jeux de mots incroyable. C'est génial. Voilà. Et du coup, ça donne des... T'as pensé à quel jeu de mots? Vas-y. Attends, je cherche un truc. C'est un piège. Tu n'es pas obligé de répondre. Je trappe. Janus, avec vous, la sécurité sans malus. Alors, Sardoche a presque 10K et ici, c'est à peine 25 viewers va comprendre. Merci pour le compliment, en même temps, on est un truc très niche, on n'a pas vocation à devenir des millions. Non, c'est parce qu'ils ont pas encore compris qu'il fallait regarder, c'est pour ça. C'est moins de pression. Ou alors, c'est parce qu'on n'est pas assez toxique. Et je suis sûr que l'élu joue moins bien Cassio mid. Alors, moi, je demande à voir en tant vrai. que bronze 4 pendant toute ma carrière de LoL de 4 ans de jeu, je ne vois pas de quoi tu parles. On peut pas être bon je te propose. Moi, j'ai envie de voir la Lue en live sur League of Legends. sur une autre chaîne pour pas mislead le contenu après. Non, au pire, sinon tu demandes, tu dis ici, mais tu mets pas les rediffs. Non, j'aurai un split. Ça va faire chier. Ça va faire chier les gens qui vont se dire ah, ça live, il y a de la tech. Ah, il pue là. Ok. Bon, bref, toujours est-il. On a des graphes, on a ingest, tout ce qu'il faut. Il y a un système de script qu'ils ont automatisé et rendu un peu plus light. Et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des beaux graphes. Enfin, bon, en tout cas, pas ultra lisibles, mais comme Bloodhound au début. Hein. Et pour pouvoir faire le processing de données et la computation qu'on veut. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, ils répondent à un vrai problème. C'est pas juste, on prend de la donnée, on en fait des graphes. Ils répondent au problème de nos infras qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus complexes, avec du bordel partout, et on peut pas regarder tout. Et il faut prioriser qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on redonne. Et avec leur système, là, il y a moyen de juste dire, sélectionne-moi tous les pods qui sont en frontal sur Internet ou qui sont à un nœud près du reverse proxy, donc d'Internet, mais qui ont aussi tel type de misconfig ou qui ont les images les plus anciennes, ou tu me tries ça par ordre machin. On peut juste faire des requêtes pour déterminer les zones les plus critiques. Et on peut bien sûr, comme Bloodhound, commencer à caper sur la commu qui fait des jeux de règles de plus en plus étoffés et décents, et à la fin, voilà, enfin, de la manière que maintenant on passe un coup de nucléaire sur une appli web et on se dit qu'on a fait une décente première passe, on pourra passer un coup de query, faire le hardening et se dire que le cluster, bon, on lui a mis une bonne première passe, bon petit coup de Pareto, quoi, un bon gros coup de clean avec
avec pas grand chose si ce n'est, voilà, c'était ça le setup, c'était donc cloner le Git, récupérer les binaires, enfin tout juste récupérer les binaires en fait et les scripts, backend up qui fait juste un docker compose up avec 2 services, run et basta. Ça se repose sur votre kubectl, donc tant que vous avez déjà accès à votre cluster, c'est automagique, c'est bon, terminado. Donc Efficace. voilà, c'est nice, c'est très nice, très nice. Un autre petit article avant qu'on... Allez, 2 autres avant qu'on passe sur les tools et je vous passe la main. gRPC monte de plus en plus. Les use cases pour le gRPC sont plus pour de la communication interne pour le moment ou pour des outils client-serveur avec une petite CLI qui va bien et avoir un interfaçage très rapide, très fonctionnel, optimisé, j'en passe. Il y a moyen d'en faire avec curl de cette manière où en gros ils expliquent que juste en rajoutant un petit préfixe au body envoyé par curl, on se met à faire du gRPC. Donc ceci est un simple one-liner pour montrer qu'on peut faire du gRPC avec vite fait quelques bytes. Pensez-y, des gRPC c'est omniprésent quand vous êtes dans le cloud. Prendre une SSRF pour essayer d'aller lui faire du gRPC, ça n'a pas encore été beaucoup recherché. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour faire des choses très chouettes. Donc considère Breaking Things and Researching gRPC. Voilà. Et enfin, CodeWhite qui ont fait un gros dossier sur Template Parser qui est donc... En fait, ils ont fait 2 ou 3 parts articles sur cette... un blog post en 3 parties sur Sidecore, en particulier le .NET, et ils prennent vraiment les fondamentaux de comment est-ce que ça a été build, comment le routing d'une application se fait, comment tel fichier se fait invoquer, de quelle manière, par qui et selon quels critères. Ce qu'il y a un espèce d'équivalent de type sniffing pour le type de fichier, donc soit par l'extension, soit par le contenu et les bytes. Et donc ils expliquent vraiment quelle classe gère quoi, de quelle manière, quels sont les ordres de priorité. Donc voilà, moi j'étais assez ignorant de ce fonctionnement, en tout cas de template parser. .NET, j'en ai déjà tapé un peu, mais c'est vraiment là ce qu'ils ont fait, c'est prendre le temps de faire un deep dive sur le fonctionnement et de vulgariser quelque chose qui nécessite pas mal de temps de recherche pour aller aussi loin que ce qu'ils ont fait. Donc si vous faites un peu de .NET, prenez le temps, lisez-le, cassez-le. L'article est assez nice et ils expliquent aussi quelques CV qui ont été trouvés et pourquoi elles fonctionnent. Avec des petits paramètres magiques qui sont sourcés de on sait pas trop où, avec du mixed assembly, des horreurs. En vrai, c'est du moitié web, moitié compilé, moitié c'est chiant à reverse, mais ils ont l'honneur d'avoir fait un article. Ouais. Non, franchement, je pense que quand tu tombes sur un pentest avec ça, t'es content d'avoir un entry point assez vulgarisé pour... Le seul. Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns des bons articles sur ça. Ouais. Il me semble que Hitman avait fait des choses là-dessus avant de faire ses recherches Windows. Ok. Mais peut-être, don't quote me. Et il y a d'autres gens qui avaient fait les débuts du... tu vois, avant, les créateurs de YSOSerial.net. Au début, c'était pour péter du viewState en ASP. Il y a juste des... Ok, je la refais. Des frameworks en ASP qui, pour garder un contexte de session, n'allaient pas avoir de cookies, mais juste aller dans chacune des pages, sérialiser un objet. Au début, pas le chiffrer, sans le chiffrer et sans le hashmaquer avec vérification de signature, etc. Mais juste dans chaque page, ils te mettaient un blob et à la fin, ils ont fini par harden parce que les gens ils modifiaient le blob qui est censé être ton current state de qui tu es, de ta session et de ce que tu renverras au prochain form. Ça se passait de page en page par forme, en gros, ou par paramètre dans l'URL. Sauf qu'à chaque fois, il y avait des clés hardcodées, des clés faibles, une désérialisation de .NET et ça cassait tout. Très similaire au gadget Java. Très similaire au gadget Java. Bon, qui le tourne, messieurs? On peut faire un par un au pire. Dra, tu veux commencer? Moi j'en fais un et vice versa. Carrément. Comment c'est les vôtres? Allez, je vais faire celui-là. Celui-ci, c'est un article qui m'a un petit peu, comment dire, le titre était un petit peu putaclic. Parce que pour moi, il y avait deux choses qui, comment dire, il y avait des mots qui s'opposaient un peu dans le titre.
authentification 2 facteurs il y a 25 ans. Pour moi, c'était quelque chose quand même qui était un peu nouveau. Et donc, alors c'est un article d'un gars, vraisemblablement russe, d'après mes recherches très approfondies, qui il y a 25 ans. Comment ? Qui se limite à quoi ? Parce que moi ça m'intéresse les recherches aussi. Lire le truc en bas à gauche. Il y a du cyrillique. Non, il y a aussi son compte X, mais qui est un compte privé. Enfin bon, voilà. Et donc le gars explique comment il y a 25 ans, il faisait des attaques de phishing sur de l'authentification à 2 facteurs sur une entreprise America Online, AOL. On voit plus beaucoup d'adresses AOL aujourd'hui, mais voilà. Donc si tu veux, tu peux descendre un petit peu. Je peux faire ça. En gros, il partait d'un phishing dans lequel il proposait à des employés d'AOL de faire partie de la prochaine publicité d'AOL diffusée à la télé, pour de vrai, promis. Et donc, dans ce mail, il leur envoyait un lien, par exemple sur ao1.com, et dans ce lien, il leur demandait de remplir leurs identifiants professionnels avec leur adresse AOL, par exemple jérémy@aol.com. Non, par exemple, marijuana. C'est le premier lien, premier exemple. Leur mot de passe, et enfin de leur authentification de facteur. Si tu vas en haut, tu peux montrer le petit RSA Secure ID là, ou je sais pas quoi. Oui, token. Ah, voilà, c'est chiant ça. Et donc, ce qu'il faisait, c'est que lui, c'était... il avait un petit serveur qui faisait du bruit dans son appartement, et donc dès qu'il entendait la cloche de son ordinateur qui s'activait, il courait à son ordi parce qu'il savait qu'il avait 60 secondes pour essayer de se connecter sur les serveurs employés de chez AOL. Donc voilà, il se dépêchait, et puis après il explique. Faut automatiser. Non mais ça me fait rire, on dirait il est sur MSN ou quoi ? Ah bah il faisait ça en 98, moi je trouve ça remarquable quand même. C'est adorable. C'est vrai. Il raconte comment il faisait ça en 98. Moi en 98, j'étais pas. Moi non plus. J'étais à 12 ans. Non, c'est beau, belle déterre. Voilà. Petit fun fact quand même, pour les tokens RSA hardware comme ça, il y a pas mal de boîtes qui ont quand même besoin d'avoir plusieurs pentesters sur une mission, et du coup, c'est un token qui est là pour être unique et non copié, et vu qu'il y a un besoin derrière et que c'était pas duplicable, il y a quand même des gens qui s'étaient amusés à mettre une caméra devant et rendre la caméra accessible via ACL ou gestion de compte pour que tout le monde, genre 2-3 pentesters, puissent avoir l'accès au même et quand même se connecter à distance. Petit 1, il y a eu des scandales de flux de caméra mal sécurisés, donc le token RSA qui était juste exposé sur n'importe quel showdag ou gestion de cam, d'indexing de cam. Classique quoi. Classique mais drôle. Petit 2, on n'est plus au token physique, en tout cas les FIDO et compagnie, mais plus trop, moins en tout cas maintenant pour du RSA, il y a quand même des authenticators software. Les authenticators software ont commencé à proposer le fait d'avoir des codes MFA synchronisés en ligne. Vous voyez ici mon petit one password qu'il propose, sur lequel je ne cliquerai pas vu qu'il est déverrouillé. Et du coup, dommage. Et du coup, n'est-ce pas ? Et du coup, ça fait que on arrive dans un monde où on a du MFA pour ne pas se faire péter et qu'il y a une interaction humaine. On a trop peur on est tellement, si on perd notre MFA, il y a des backup codes, mais tous ne le gèrent pas très bien. Si on perd vraiment notre MFA, notre SID, on est niqué à un point qu'on va plus pouvoir se connecter, perdre potentiellement des comptes, et c'est chiant. Donc les gens synchro leur MFA en ligne, donc si on se fait péter à chaud, les MFA sont utilisables sans passer par le téléphone ou une action physique de l'utilisateur. On a du MFA qui est devenu trusté sur le même device, donc on n'a plus de MFA. On refait les mêmes choses en boucle, et je trouve ça assez chouette d'inefficacité, j'entends. Voilà, c'est cadeau. Isis ? Ça c'est moi. Allez. Ok, moi je me suis dit je vais chercher un article un peu loin, puisqu'il m'a servi. Je commençais à faire des recherches donc, sur les WNF qui sont notés Windows Notification Facility. Et donc je vais t'envoyer en même temps un lien qui est de la recherche un peu plus poussée de celui-ci, qui est là en gros c'est leur conférence à la Black Hat 2018, où ils ont un petit peu documenté tout ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est structuré surtout.
Donc pour comprendre un peu mieux comment marchent les WNF, autant en profiter. Oui, c'est la D'ailleurs, même chose, c'est la même Wabi, personne. à suivre sur Twitter. Très Ouais, contenu de qualité à chaque fois, toujours ultra motivé ouais, pour d'accord. échanger des tricks. Pour Top. tout. Et toutes les recherches qu'elle fait sont incroyables. Trou. Donc c'est vraiment juste la structure des WNF, vu que c'était les premières fois où c'est enfin recherché. C'est toujours plaisant. Là, c'est de la recherche un peu plus expliquée, comment ça se passe, un peu plus de choses, avec des petits schémas sympas. C'est trop Donc chaud. il y a d'un côté les schémas, et si tu regardes de l'autre côté, donc avec l'ancien blog, enfin avec l'ancien Ouais. post, Attends, parce que du coup, vu que tu m'as pas passé les trucs en avance, tu m'as tout cassé mon et organisation. Voilà. ah, regarde, Horrible. descends juste en dessous. Ouais. Hop, et en fait, Yes. tu as la même chose, mais version code. Donc ce qui fait qu'en fait, tu peux voir les deux pour voir les structures, comment elles sont établies à l'intérieur, et avoir des petits schémas pour mieux comprendre. Je connais ça, c'est le code de Windows, c'est open source sur GitHub, non? Oui, tout pareil, ouais. Ok. Nice. Heureusement qu'il y a des gens comme Wabi, quoi. Trou. Et en gros, à la fin, l'article finit par un outil qui s'appelle WNFCAN, qui est tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Hop. Pop qui s'est exécute Notepad, c'est pas ce qu'on veut. Je l'ai mis où le tool? S'il y est pas, en tout cas, je sais qu'il y était. Voilà, Ah, si. WNFCAN. Donc, qui est un petit tool sur GitHub fait par eux, et ça te utiliser pour WNF, un petit peu comprendre comment ça marche, toucher un peu plus, faire des injections si c'est possible. Comment ça fait par eux, Oddshan? Ils l'ont pas mis sur le. Écoute, on va un peu tricher, on va dire la vérité là. C'est lui qui a écrit le blog, donc techniquement on peut dire ça eux. Parce qu'il a cité que eux. Ok. Mais Yes. oui, c'est lui celui qui a écrit l'article là, en reprenant toutes les recherches qu'avaient fait Alex et Gwabi pendant la Black Hat 2018. Excellent. Eh ben, ça fait plaisir. Et du coup, concrètement, l'idée de. Enfin, il y a le document de la structure, il parle aussi d'un POC qui permet de spanner un notepad via ça. Donc ça c'est son POC à lui, c'est pour essayer de faire pop un notepad directement via les WNF. Ok. Et Sympa. t'as une idée un peu de la technique du comment ça marche? C'est juste ça fait un système de notification qui va finir par RCE. Je vais pas rentrer dans les détails honnêtement parce que j'ai pas tout regardé, ce serait dire énormément de bêtises, donc si quelqu'un a checké, autant aller voir, mais ça a pas l'air trivial. c'est pas Ça a marrant. pas l'air trivial. Dans tous les cas, c'est toucher des structures qui sont pas documentées par Windows et ensuite en faire quelque chose par derrière, donc bien sûr que c'est pas trivial. Nice. Je trouve vraiment bien le blog de QuarkSlab. Régulièrement, je des articles. Je les garde pas tous malheureusement pour les veilles techno parce que c'est beaucoup de binaire et low level et c'est pas là où je suis le plus à l'aise pour présenter ça. Ouais, il est vraiment bien expliqué, etc. C'est assez sympa, ouais. Fort bien. Alors, je viens d'avoir un unusual join activity for Sync Love Share, le Discord. De même. Je me suis dit, Qui c'est la personne qui s'est déjà fait flag parce qu'il a fait des bêtises sur internet? Bon, je pense qu'on regardera ça hors stream, mais potentiellement il y a des gens qui font sonner des alertes. C'est allé beaucoup plus vite que prévu. Ah, ou alors c'est le fait qu'il y ait eu 25 joins, c'est juste un pic. Ouais, Discord il sert une captcha ou... Non, c'est juste un pic. Bon, très bien, vous pouvez continuer à venir, faites pas de bêtises. Ça va bien se passer. Alors, je commence à avoir un petit peu chaud, donc je vais quand même prendre le temps de faire ça. Pour Flex aussi avec un superbe t-shirt Datadog, vu qu'on en parlait. Alors, on enchaîne sur du tooling Python à balle. On commence par Google Python Fire. Python Fire qui est un outil de serialisation. Ce mot est complètement volé, il n'existe pas. La serialisation, c'est le fait de prendre une fonction, une classe, un objet, un module, quelque chose, de dire Fire dessus, et bam, ça a transformé le truc en automagie CLI. Par exemple, là, on a la fonction hello, et le fait de dire Fire fait le Fire sur la fonction hello, bah paf, ça va automatiquement générer les inputs pour name. En l'occurrence, il y aurait même moyen d'aller plus loin et de mettre du typing string ou int pour savoir directement dans la CLI autogénérée quel type de valeur est attendue et en combien de nombres. Et donc pareil, on peut prendre une classe et faire la même chose. Donc là, notre classe c'est calculator, fire de calculator, chouette. Mais derrière, ce qu'on voit, c'est que ça a pris double
Donc là, il a pris toute la classe. Donc en fait, si on avait 15 fonctions, bah, on aurait 15 premiers verbes pour notre tool pour avoir en derrière différents parsings d'options et appels de fonctions. L'idée, c'est de pouvoir transformer n'importe quel code base sans coder plus en CLI. Donc voilà, plus de clics à maintenir. Mais même si ça c'est très chouette, on va quand même voir que on va faire du clic un peu. Parce que dans les choses, alors ça, ok, ça c'est pas toujours pas tout de suite le clic. NVChecker, c'est un retour qui a été fait par un viewer. Je suis désolé, j'ai perdu le prénom. Sorry, je sais plus. Voilà, j'ai pas pris les notes. J'ai pas pris les notes. Qui, quand on a fait la release de diff, comment je l'appelais, diff checker. Diff push my diff. On a release il y a 2-3 semaines push my diff qui permettait d'avoir des git diff de shell à SVG, de SVG à PNG et se les envoyer sur Discord. Et il m'a dit ah mais check ça marche pas mal. C'est pas le même fonctionnement, en tout cas à ma compréhension c'est pas le même fonctionnement. Ça va plutôt nous dire quand il y a une nouvelle version et moi c'est pour avoir les nouveaux diffs de code. Même s'il n'y a pas de nouvelle release, moi j'aurai le nouveau code et moi même s'il y a une nouvelle release, avec push my diff je n'aurai pas l'information qu'il y a une nouvelle version, j'aurai juste l'information que du code a été ajouté à master. Mais l'intérêt de tout le comme NVChecker est quand même relativement chouette si ça couvre l'ensemble des outils que vous utilisez parce que ça fait que nous, dans notre infra, on peut se dire cool, on a une liste de 30 ou 40 logiciels maintenus et on peut certes essayer de vivre en latest, mais c'est dangereux pour la stabilité de la prod, soit vivre sur la latest major et laisser que les mineurs se bumper, mais quand même avoir un process NVChecker qui run tous les jours et qui mette sur un channel Slack d'alerting by the way, vous êtes censé update telle chose parce que il y a la nouvelle latest avec des bugs fixes, avec tout ce qu'il faut. Donc, ça peut être sympa de se dire, quand on a une infra qui n'est pas encore trop énorme, je veux avoir un NVChecker qui tourne ou un équivalent pour être alerté des nouvelles releases et pouvoir avoir une incentive, ou en tout cas un peu de hype pour patcher. Par exemple, ça aurait sonné pour Python 12. Ça, c'est nice. Et au niveau des, comment ça s'appelle, des distros, il y a énormément de distros ou ça va? Parce que j'ai pas trop pour regardé le là. maintien. Alors pour le coup, c'est le packaging status, c'est pas, je sais pas le tool qui arrive à voir les versions pour telle distro, c'est plutôt le tool peut tourner sur telle distro. Mais je pense que le Tox, ils sont allés un peu plus loin que prévu. En soi, c'est du Python. Hein, c'est du Python, à moins de chercher avec des libs crypto qui tournent pas sur ARM ou des bizarreries comme ça. Même si le build passe pas, je pense qu'il y a largement moyen de faire ton petit pipi qui s'installe et que ça marche relativement partout. Donc voilà, Ok. plutôt nice. Après, moi, je trouve ça dommage que ça fasse la gestion des versions et pas forcément la gestion du code. Mais pareil, don't quote me, j'ai pas pris le temps de le poker en entier. Il y a trop de liens. Il y a beaucoup trop de liens. Ça avance trop vite. Ça avance trop vite. On enchaîne sur Rich CLI. Rich CLI, c'est pour moi c'est l'outil, the truc en Python qui permet de faire des beaux tableaux, des beaux graphes, de faire de l'interactivité, de faire un peu une interface N-curse sympa. Et il se trouve que ça existe aussi en dehors du monde Python. Ça existe aussi pour pouvoir beautify n'importe quel type de fichier dans votre shell. En l'occurrence, c'est en Python et c'est lent, et il y a aussi Batcat qui est en Rust et qui le fait ultra bien. Donc, il n'y a pas d'intérêt énorme, mais savoir qu'il y a une alternative faite en Python, et en tout cas qui permet d'avoir une vite fait opérabilité ou résultats similaires entre Bash et Python dans vos affichages, c'est nice. C'est nice. Alors, là, on arrive sur des trucs très sympas. On repart sur les gars de Textualize qui font des choses neat. Click permet de faire des apps CLI en Python. Ok, permet d'avoir une gestion d'un contexte qui se passe d'une classe à l'autre et qui donc permet de structurer un peu sa codebase et faire des choses relativement propres en suivant juste la guideline click générale. C'est moins instinctif et rapide à faire qu'un docopt pour avoir l'aide d'un outil, mais ça marche. Mais ce qui est bien, c'est que là, ils ont fait un outil, Trogon, qui une fois qu'on a un clic, va auto-générer, super, je vais pouvoir faire ce que je veux, des contrôle-clic, va auto-générer une interface TUI en équivalent à une curse. Donc en fait, vous avez des classes dans lesquelles vous mettez du Google Fire qui va auto-générer du CLI, et le CLI, vous lui mettez Trogon qui va auto-générer une UI un peu sympa, terminal, sexy, et voilà. Donc là, on se dit qu'on commence à avoir un truc relativement joli en n'ayant fait pas grand-chose. Et là où ça devient ultra tronite, c'est que les gars Textualize ont fait Textual, qui est le back-end qui rend
Donc que Trogon utilise, je sais pas, utilise pour faire le render joli de CLI vers TUI, donc Terminal User Interface, via Reach, tout est lié. Tout est lié. Ouah. Et mieux que ça, ils ont fait Textual Web, ce qui fait qu'une fois que votre CLI est devenu une TUI, vous pouvez exporter votre TUI vers du JS ou du WASM, je suis pas sûr, pour avoir le tout qui fonctionne dans votre browser. Pour avoir un joli truc comme ça et pour avoir du clic-clic dans le browser. Donc mon grand rêve de devenir développeur web en ne connaissant que le langage C, il peut être réalisé. Que je sais pas, que le Python maintenant avec ça, ouais, tu peux te dire que tu ne feras plus jamais de CSS de ta vie parce que le CSS sera autogénéré par cet outil-là. Est-ce que ce sera beau? Ce sera fonctionne. En vrai, tu vois, ça a un petit glow. Je pense qu'ils ont un système où tu peux le custom un peu, et ça a un petit glow. Les gros boutons là, c'est pas le plus. C'est une calculatrice, c'est pour ceux qui voient pas, hein. En vrai. En vrai, ça reste une calculatrice et je pense que c'est ça qui compte. Putain, je pensais que ça allait te trigger plus quand t'allais boire. J'ai retenu. J'étais en train de boire, j'ai fait bon, allez, vas-y. Terrible. Je me suis retenu. Elle était dure. Je sais qu'ils l'ont pas eux dans le chat. Je sais pas. Non, je pense que si, ils sont smart. Ah, je sais pas. Je De toute pense façon, qu'ils l'ont eu. Il y a un bouton quand on clique sur accéder au stream, ça met vous smart et les gens ils mettent oui, sinon ils sont. Pourquoi j'ai pas eu le bouton? Du coup, on enchaîne sur. Super. Pour faire la boucle, ceux qui cliquent sur non, ils finissent sur le stream de Sardoche. Joli. Ah non, moi je cherche pas les problèmes. Non, on est gentil. On respecte les gens. Alors, je fais de la boxe maintenant, j'ai plus envie de me battre. Aussi. On enseigne sur 2-3 tools la famille des lazy quelque chose. C'est trop cool. C'est top. En fait, le lazy git, je l'utilisais pour pouvoir inspecter un repo, voir vite fait des divs, voir vite fait des tags, voir un peu la tronche qu'a le branching avec des graphes, etc. Et ça marche bien. L'interface fait pas mal penser à celle de Dive pour gérer les containers et voir un peu les containers Docker, les containers de manière générale en fait, et voir un peu ce qu'il y a dedans. Oui, RISTBS, il y aura une rediff. Elles viennent toujours 2-3 jours après via YouTube. Et je pub beaucoup trop. Donc voilà, là en tout cas ils font ça pour Git et c'est nice. Et j'ai découvert qu'ils avaient fait ça lazy Docker et c'est trop cool. Ah, genre c'est passé il y a pas longtemps ça. Génial. Ouais, c'est passé il y a pas longtemps. Et juste c'est trop cool. T'as tu peux tout faire en keyboard, tu peux tout faire en clic-clic si t'as envie. Et c'est vachement bien fait. Il y a des choses qui sont via Dive assez galères à utiliser et via ça, il y a moyen de creuser vachement plus rapidement en fait. Genre aller faire des Docker inspect, Docker forward machin, Docker volume et voir comment c'est mounté ou avec quel privs. Super chiant. Lazy Docker, clic. Il suffit qu'il y ait une erreur, maintenant on le voit rapidement aussi hein, là-dessus. Donc t'as directement toutes les logs, regarde. Ouais, clairement. Après bon, un Docker, logs-f, machin. Mais là il est beau aussi. C'est plus lisible directement. C'est sympa, c'est geeky, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et ils ont fait ça pour NPM. J'en peux plus. J'ai essayé de voir s'il y en avait d'autres et je suis pas forcément tombé sur d'autres choses. Ah, t'es vraiment allé chercher les autres? Ouais, c'est comme ça que je suis tombé sur Lazy NPM. J'ai vu qu'il y avait Lazy Docker. Et que je suis à deux doigts de faire Lazy Pip juste pour ça. En vrai. Il me semble pas en avoir trouvé d'autres, mais. Et bim. Non, c'est pas un. Oh. Non, là tu m'as fait peur, ouais. Je pense pas, mais du coup, c'est-à-dire qu'il reste plein de choses à faire. Is it worth regarde Go Packages là. Le Go Packages. Juste au-dessus. Juste là. Non, mais non. Ah si, attends, t'es mis pour. Waouh. Oh non, y a pas de. Y a pas de petite photo. Alors là, ouais, mais voilà, tu vois, le truc a été fait une fois, pas touche. Waouh. Ah, oui. En plus, c'est une vidéo. UI, ouais. Je peux pas zoomer plus, les potes, désolé. Tu peux cliquer dessus normalement pour mettre en grand écran. Oui, bah je peux cliquer, je peux pas zoomer. Me fais pas mentir. Ouf, ouais, bah du coup, attends. Vous vous souvenez le 12 factor CLI application où il disait faites pas d'étape. Voilà. En vrai, j'abuse. C'est du NQR, c'est une c'est pas de la cursive. CLI. Oui, je troll.
Mais juste le fait d'avoir vu le highlight comme ça, avec le highlight des lignes de rien au-dessus et en dessous, ça m'a fait mal au cœur. J'avais envie de bitcher un peu. Eh ben corrige. Voilà, Mais c'est nice. Bah, en tout cas, il a fait des trucs qui vous pas. Voilà. Faut respecter. c'est vrai. Et donc voilà, si vous trouvez d'autres tools lazy, faites croquer. C'est très chouette. On enchaîne sur un truc qui est sorti. Celle-là. Ouais, je te vois ta réaction. Tu l'as vu passer? Oui, m'a fait mal à la tête. J'ai pas tout compris, c'est ça le pire. C'est que tu lis la moitié, t'es là, tu cherches, tu dors, tu relis, Et tu recherches encore. Pourquoi tu cherches à comprendre? Il y a le Ah POC. mais faut comprendre le POC. Ouais, oui, non, je sais pas, moi ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont un système où quand t'es dans un Electron ou dans du Phantom ou dans un browser ou un truc comme ça, et que tu te débrouilles pour avoir un SVG format XML donc qui contient un XSL et tu fais du XSLT dedans, alors t'as moyen de faire ouvrir ce fichier et le faire fuiter par une URL ou des trucs comme ça. C'est Mizu qui l'a fait, non? Ça aurait pu, mais non. Mais trop bien. Et en l'occurrence, dès qu'il y a du no sandbox, donc souvent quand il y a du puppeteer dans du Docker, c'est pas forcément Harden. Et bah du coup, ça veut dire qu'il y a du file read direct. C'est génial. Et potentiellement. Génial. Ouais, chouette. Chouette. Donc bon, c'est bien. Il y a des choses cool à faire. Ça fait un peu. C'est pas la même technologie, mais moi ça revient un peu à me faire penser au délire qu'on a fait sur PostScript. Il y a trop de formats d'images, il y a trop de formats, il y a trop de trucs bizarres. Et Google l'a bien compris, ils essayent plus de faire un truc et de garder une config. Ils ont fait un truc en sachant que de toute façon il y aurait des problèmes. Donc ils ont juste mis une sandbox de fou malade au-dessus. Comme ça, ben ok, de temps en temps, shit hits the fan. Mais c'est ok parce que ils font une sandbox escape en plus et que ça, à part mort, pas sous rigolo. Linux, système de broker, MDR bonne chance. Il y en a des fois, mais MDR bonne chance quand même. Et surtout la surface d'attaque est vachement plus simple à review. En parlant de ça, attends, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Je viens de dire que Chromium il marchait bien et Google ils font du sandboxing. Et on enchaîne sur JVoisin qui est actuellement à Google. Belle transition expected. Alors, this one was burnt by Blacklist in 2019 et released dans son challenge Fuck 3. Bon, déjà, on peut dire burn, mais en vrai, il y a plein de tricks qui sont connus pour bypass des open base dir en PHP. Ouais, il y en aura d'autres, faut pas. Le temps avance, les techniques évoluent, c'est pas bien grave. Juste, il donne le petit POC assez rapide où en fait, là, c'est dans le cas où on ne peut pas accéder à des fichiers en dehors d'un endroit. C'est un peu comme si on t'était fait un CH routé, mais de manière un peu moins forte. C'est juste, on dit PHP, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit que d'ouvrir des choses à partir de tel répertoire et ses subdirectories, mais pas de remonter. Et le petit bypass qui a été trouvé, c'est de dire voilà, bah du coup, pas de base dire on a le droit que avoir HTML, mais on peut créer un répertoire, céder dedans, redire que maintenant on peut faire un open base dir sur point. Donc en gros, juste modifier la conv de ce qu'on a le droit d'ouvrir vers un truc qui est pas absolu, donc qui est pour l'instant pas en dehors. Le point n'est pas en dehors de var dub. Parce que vu qu'on est dans var dub HTML TLD, le point c'est HTML. Donc quand on le reset à ce niveau-là, ben c'est autorisé. Et ensuite, vu que c'est par comparaison de caractères et pas comparaison d'inode, I guess, eh ben on peut on peut faire cd point un nombre infini de fois et donc remonter à la machine du serveur. Vu que c'est notre current working directory, c'est qu'on a déjà acté le fait d'y être. Donc on peut remettre l'open base dir en tant que slash parce que on y est déjà. Et du coup, ça y est, on a bypass la restriction d'accès au file system. Minimaliste, cute as fuck, propre, il y avait des petits challenges basés là-dessus. Comme il dit, oui, celui-là a été patché et il y a potentiellement encore à boire et à manger de partout, donc s'il y en a qui ont envie de faire des petits coups de recherche, enjoy. Il y a sûrement plein de choses chouettes à trouver. Hello SwapJS, comment va? Alors, petit tool, Privacy Sexy, je ne l'ai absolument pas POC, je ne pense absolument pas le POC parce que Linux, j'ai plein de trucs disable par défaut et que ça veut dire quand même run plein de scripts, mais c'est un guide qui est community-based et qui est fait pour harden votre machine, pas en termes de sécurité ou peut-être un petit peu, mais surtout en termes de privacy. Faire en sorte de virer des trackers, des mouchards, de la télémétrie, des machins. Donc voilà.
Si quelqu'un essaye ou si quelqu'un a essayé de faire un retext à l'occasion, ça peut être sympa. Alors, moi j'ai regardé vite fait un peu quand même. Et Ouais. sur Windows, faut faire attention. Parce que quand ils disent enfin, privacy sexy, bah ils désactivent Windows Update. Donc c'est quand même à Ah, éviter, à regarder certains trucs. Oui, t'as la télémétrie en moins, etc. Mais c'est ils à regarder désactivent avant. update ou ils désactivent les updates forcés? Non, il n'y a plus d'update. C'est à toi de les réactiver pour les avoir. Donc oui, tu as plus la télémétrie Windows derrière, mais En vrai good derrière. guy. Non mais en vrai good guy, c'est juste qu'ils ont pas envie de faire sauter ton crack de Windows, donc ils désactivent Non, tes en updates vrai, pour te... good pour guy, te- parce que grâce à ça, la rétime est avancée. En vrai, Merci, grand seigneur. merci. Mais PHP non, en vrai, sponsored. pour ceux vraiment qui veulent regarder un peu, checker avant d'installer, il y a des trucs à ne pas faire, à regarder. Et c'est pour ça que je suis mitigé. C'est bien que ça existe, mais tant qu'il n'y a pas vraiment des gens chauds qui font une review. Bon, tu vois, il y a quand même 47 releases, donc c'est quand même que ça a En été vrai, tu peux peaufiné juste pas regarder, mal. dans tous les cas, tu as le module, et en fait, à droite, si je me trompe pas, tu as le script qui fait le hardening, comme tu dis. Et tu vois ce qui est en train de se toucher ou non. Non, va sur leur site, Leur je sais doc. plus si c'est une GUI ou Ouais. quoi. Privacy Sexy. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, clique-en sur un, Vas-y, Privacy Cleanup. n'importe. Allez, t'en choisis un. Et regarde, celui-là à côté en Terminal. fait. Alors, non, c'est nice en vrai. Oui, ça c'est pas mal, c'est ce qui fait Donc, qu'en fait on a tu vois les trucs qui ont Free été touchés ou non. Cards. Ok. Ah oui, du coup, ça le fait un peu à la volée comme les apps sources Ouais. Carbon History. Et donc, full Python. En vrai, on dirait Ah ouais, un, il on y a dirait des trucs. un C-cleaner, mais en mode script-like. Ouais, je sais pas trop. En fait, ça touche peut-être pas tout le temps les mêmes choses. CCleaner va enlever par exemple tout ce qui est fichier temp, Ouais, ouais, temp, temp files. cache, Ouais, mais malware, d'autres, ouais. là c'est désactiver des options. Et il y en a certains qui sont pas à faire. Parce que tu peux Bah, regarder là, sur il y a du Windows, clear, ouais, mais là t'es sur il y a Linux. du Regarde empty, sur Windows. disable, je regarde un peu les deux. Disable data collection, alors il y a quoi sur Debian? Package statistique, hotel, ok. Package stats. En vrai, c'est aussi être. Bon, des fois, t'as besoin, mais c'est aussi un peu que de ne pas jouer le jeu que de désactiver la télémétrie, parce que les devs ont besoin de savoir ce qui se passe mal pour l'améliorer. Faut être un bon samaritain. Tu voulais qu'on aille voir du coup dans Windows. Windows. Ah, je suis reparti en arrière. Tu cliques sur le petit truc Windows, non? Non, c'est comme ça. Quand je clique sur Windows. Ah, ce coup-ci ça marchait, je sais pas. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus c'est lequel. Ouais, genre Nvidia télémétrie, donc ça veut dire que ta carte graphique n'envoie plus de données. Bon, mitigé aussi. Tu vois, tu peux tout désactiver. C'est dangereux certaines options. Comme on disait avec certains, que tu ça dans une une VM. Non, dans une VM. Parce que tu te dis, tu as besoin de certains environnements pour certains outils. Pourquoi pas? Après, à utiliser sur ton OS perso, je suis vraiment mitigé. Tu vois, je pense qu'il y a les deux approches qui sont bien. Ça peut quand même être sympa de se dire, oui, t'as peut-être quelques flags qui vont te faire une configuration moins sécure, mais en fait, vu que t'as tellement de règles, si t'arrives à avoir 95% de trucs en mieux et que t'en as un qui a été un peu loosen parce que c'est pas non plus un script optimal, t'as fait quand même un gain significatif de sécu. Genre dire, de base, on a des trous béants par endroit. Si celui-là en ferme 10 mais en rouvre 2, bah tu t'es quand même Je rentable. vois ce que tu veux dire, mais après, qu'est-ce que tu as besoin de te protéger, honnêtement? Tu vois, faut voir en fait ce que tu as avant et ce que tu gagnes derrière. Hein. Trou. Eh ben écoute, on verra s'il y a des retex et sinon juste bah sachez que ça existe. En vrai, C'est testez là. sur une VM, comprenez un petit peu comment ça marche, mais faites attention quoi. By the way, Shutuptrackers.com. petite pub au copain Nishacid qui est là de temps en temps. Shutuptrackers, site qu'il a fait il y a quelques temps qui donne tout un tas de tips pour rester un petit peu plus privacy friendly. Et projet de longue date, hein. Je sais pas à quel point il a le temps de le mettre à jour, mais Il a dit qu'il voulait le refaire parce qu'il voulait refaire tout ce qui était le front et le back. Et mettre les updates parce qu'il y a énormément de choses qui sont à il y remettre a à plein de jour. choses qu'on bougeait. Par contre, en vrai, il est vraiment nice son front. Après, comme je disais, minimaliste propre. même sans ça, tu sais, c'est donner au moins juste des initiatives et dire, bah regardez, il n'y a pas que ça qui existe, allez regarder un petit peu ce qui se passe à côté. Il y a beaucoup de choses à remettre à jour, mais en vrai, ça fait déjà le café. Hein. C'est nice.